Il est 18h42 et voici un rendez-vous auquel je tenais absolument, c'est le journal du Monde, l'occasion de vous raconter des histoires venues d'ailleurs, le genre d'histoire qui en général ne rentre pas dans nos journaux d'information parce que on manque de place, parce qu'on manque de temps. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Et vous allez pouvoir jouer en On te la raconte à l'instant parce que vous allez nous raconter une histoire qui fait grand bruit en ce moment en Afrique du Sud. Ouais, nous sommes au KwaZulu-Natal, une grande province de l'Est du pays. Et de l'Afrique du Sud. Dans l'Afrique du Sud, bien sûr. C'est un homme qui rentre dans le commissariat d'une petite ville et qui annonce aux policiers qu'il est fatigué de manger de la chair humaine. Voilà. Et pour prouver qu'il est sérieux, il ouvre son sac et il en sort une jambe et une main. Et ça n'est pas tout. Chez lui, la police retrouve d'autres restes humains. La presse locale évoque notamment 8 oreilles dans une marmite. Dans une marmite. Oui, ça devait être une potion parce que le monsieur se déclare guérisseur. Et très vite, c'est une sorte de réseau de sorciers cannibales qui a été démantelé. 4 autres hommes ont été arrêtés. La police fait des tests ADN en ce moment pour tenter de découvrir à qui sont les oreilles et les membres retrouvés. Et depuis quand ces pratiques existaient dans le coin. Tout ça a provoqué évidemment la colère de la population. Il y avait une petite foule hier devant le tribunal où les 5 prévenus comparaissaient. Ils ont d'ailleurs retiré leur demande de liberté sous caution, sans doute de peur de se faire lyncher. Ça c'est sûr, s'ils sortent, ouais. Il va leur arriver des choses extrêmement graves. C'est pas de la pub pour les guérisseurs, ça. Non, l'organisation des guérisseurs traditionnels qui existe en Afrique du Sud s'agite pour laver la réputation de la profession. Elle reconnaît que parfois les remèdes sont faits avec des peaux d'animaux, mais jamais jure-t-il avec le corps humain. Et en fait, ce sont souvent des potions à base de plantes. Vous savez que la médecine traditionnelle sur l'ensemble du continent africain est vraiment à une place très importante. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 80% des Africains font régulièrement appel aux guérisseurs. Voilà, il y a un procès qui est prévu dans quelques mois. Un mois. Oui, fin septembre. Pour 5 hommes, 5 de ces guérisseurs. Et d'ici là, on aura les résultats. On saura à qui est l'oreille, quoi. Exactement, les oreilles. La deuxième histoire est en écho à une information qu'on a donnée dans le journal ce matin. La Corée du Nord a tiré ce matin un missile au-dessus du Japon. Et l'histoire qu'on va raconter maintenant, c'est l'histoire de la manière dont le Japon a vécu ça. Absolument. Et pour ça, on est avec Bernard Delattre en ligne, le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Bonsoir Bernard. Comment les Japonais ont-ils vécu ce moment ? Bonsoir. Ça n'a pas été la panique générale. Les Japonais sont habitués à gérer les situations d'urgence. Mais tout de même, ça a été un moment de grande confusion et d'inquiétude, voire de tension. Imaginez, il est 6 heures du matin et un texto ou un mail d'alerte tombe sur votre smartphone. Et le message, c'est « Abritez-vous en sous-sol ou dans un bâtiment dur susceptible de résister à la chute d'un missile ». Le problème, c'est qu'on n'a que quelques minutes dans ces cas-là. Et comme le disait une petite vieille qui témoignait à la télé ce soir, « C'est bien gentil, mais moi qui marche à 2 à l'heure, où et comment voulez-vous que je cours me mettre à l'abri si je n'ai que 5 minutes. Ce matin, à Sapporo, la capitale de l'île d'Hokkaido qui était survolée par le missile, quelques personnes âgées sont descendues en pyjama se réfugier dans une station de métro. Mais en fait, des bâtiments durs ouverts en permanence, ça ne court pas les rues. Autre témoignage, celui d'un monsieur habitant au dernier étage d'un grand ensemble résidentiel. Tous ses voisins ont, comme lui, voulu descendre à la cave au même moment. Il a dû attendre l'ascenseur pendant 3 minutes. Et puis, si vous habitez en pleine campagne, comme beaucoup de Japonais, vous faites quoi ? Ce matin, par exemple, un groupe de collégiens était en train de faire un footing en pleine forêt. Les SMS d'avertissement sont tombés, et là, on voit la tête bien ennuyée des profs. On se réfugie où ? Alors, c'est surprenant, cette confusion que vous décrivez, parce que moi, je pensais qu'à cause des tremblements de terre, le Japon était prêt à ce genre de catastrophe. Oui, pas un Japonais n'ignore où il doit se rendre dans son quartier s'il y a une évacuation à cause d'une catastrophe naturelle majeure. Mais là, ce matin, pas grand monde ne savait où aller, parce qu'aucun inventaire n'a encore été fait des endroits qui sont officiellement considérés comme sûrs en cas de chute de missile. Merci Bernard, vous étiez en direct de Tokyo. 2 infos pour terminer, Sophie, on reste en Asie. Pour la première. Oui, l'ancienne première ministre de Thaïlande, elle s'appelle Yingluck Shinawatra, s'est enfuie en douce. Elle avait été renversée par les militaires il y a 3 ans et risquait 10 ans de prison pour une histoire de subvention aux riziculteurs. Mais vendredi, elle n'était pas à son procès. Et aujourd'hui, un général a reconnu qu'elle avait échappé à leur surveillance en abandonnant ses téléphones et en changeant de voiture pour quitter le pays par la route ou la mer. Rusée. Voilà. Elle a Surtout que les Shinawatra, à ma connaissance, sont des spécialistes. Justement, elle a rejoint son frère, qui est lui aussi en exil à Dubaï. C'est un ancien premier ministre lui aussi, et ça fait dire à certains médias thaïlandais que l'armée a fait exprès de laisser filer la dame pour avoir les
coups des franges parce que la famille Shinawatra, comme vous dites, eh bien, elle est très populaire en Thaïlande. Elle a remporté toutes les élections nationales depuis 2001. Je crois bien qu'ils ont des chaînes de télévision jusque-là. Aux États-Unis, en bref aussi, Donald Trump a fait une gaffe hier, comme c'est étrange. Le président américain recevait son homologue finlandais. En fin de conférence de presse, il lui propose de prendre une dernière question de la presse finlandaise. Sauli Niinistö désigne une journaliste, mais Trump intervient. Encore ? Vous allez lui redonner une question ? Non, ce n'est pas la même dame. Allez-y. Elles sont assises côte à côte. On est beaucoup de femmes blondes en Finlande. Voilà, beaucoup de femmes blondes en Finlande, c'est très gênant. Je crois qu'il va nous en offrir une par jour. On les guettera. On peut prendre un abonnement. Merci Sophie Larmoyer. Europe 1.